What's this, some new kind of dance? Nope, it's America's newest sport, and it's called skateboarding. Donc le skate est aux Jeux Olympiques maintenant. Laissez cela vous imprégner pendant une seconde. Le fait qu'on s'est fait jeter dehors par des agents de sécurité et coursé par la police, et maintenant c'est un sport médaillé. Écoutez, je ne vais pas vous dire si c'est bien ou mauvais, juste de comprendre comment on en est arrivé là. Le skate est complètement différent de ses origines actuellement. La forme des planches a complètement changé, les tricks aussi, et le bruit qu'il fait. Alors comment est-il devenu d'un jeu pour enfants à une industrie qui génère des milliards d'euros chaque année ? Mais commençons par les bases de ce sport, l'équipement. C'est ce qui détermine ce que tu peux et ce que tu ne peux pas faire avec un skateboard. Des années 1940 à 1950, la plupart des enfants avaient des lattes de bois avec des roues métalliques en dessous pour rouler. Si vous preniez un caillou sous la roue, c'était la chute assurée. En 1960 apparaissent les roues en céramique, un petit peu mieux techniquement, mais c'est en 1970 que tout change. Frank Nash Worthy travaille dans une manufacture de polyuréthane et il crée les premières roues en polyuréthane. I can take claim to is introducing the urethane wheel to skateboarders. I gave the skateboard what he lacked with the old composition wheels, which was traction. En 1973, il lance sa marque Cadillac Wheels, des roues en polyuréthane qui adhèrent au sol, absorbent les chocs et qui te permet de n'être plus inquiet sur ta planche car elles adhèrent au sol. Et c'est à partir de ce moment-là que les skaters ont commencé à skater de la courbe dans les piscines américaines pour se transformer au sport moderne que l'on connaît. Ok, maintenant qu'il y a des roues adaptées à notre pratique, nous n'avons toujours pas la possibilité de faire évoluer le sport. Nous ne pouvons faire que des handstands, des no-complis et des bonus SS, mais rien qui nous permette encore de faire progresser ce sport. Et c'est là qu'intervient Alan Gelfand, surnommé Ollie. En 1979, il fait le premier air en verte sur la courbe qu'il avait l'habitude de skater. Ça a été une grande évolution, mais le problème reste que le même. Si vous utilisiez votre skateboard pour le faire sauter sur un sol plat, cela ne marchait pas. Et c'est là qu'intervient un skater nommé Rodney Mullen. C'est lui qui va inventer le vrai ollie, le ollie moderne tel qu'on connaît, que l'on utilise tous dans la rue et dans les skateparks. Le principe est simple, il suffit de claquer son tail, on appelle ça le pop, et tout simplement rapper avec son pied avant et sauter dans le même temps. Ce skater talentueux va révolutionner le skateboard par cette ollie en hommage à Alan Gelfand qui a sauté le premier dans la courbe. Et ce prodige Rodney Mullen ne va pas s'arrêter là, il va créer la même année le kickflip, originellement appelé ollie. Comment a-t-il créé ce trick? Il l'explique dans cette conférence. When you did an ollie, how did you get to an ollie then to a kickflip? Look at you, man. What a great question. Thank you. It is. That's so on point. So, yeah, kickflips. So, ollie, the nature of an ollie, right? The idea is seesaw. And you get it up, snap it. Early ollies, snapping you super big. If you've learned ollie, you know this. Snap as hard as you can, board goes right up between your legs, and you're coming down on it. So, I was doing that. Exactly that happened, and I spazzed out. I'm like, I kicked it away. And it's as though the board mocked me. It flipped and landed in front of me, laughing. And so I'm sitting there just going, oh my gosh, I could do that. It was an accident. Within a couple of hours, I had the first ones. But things like that happen, yeah. Le système est simple. Après avoir poupé avec votre tail, vous donnez un coup de pied vers l'avant qui fait tourner la planche à 360 degrés sur elle-même. Et c'est depuis ce moment-là que de multiples variations ont été créées. Le impossible, le hard flip, le tray flip, etc., etc. Et le champ des possibles et des combinaisons sont infinis. Mais avant de parler de vidéo part, on va parler de street spot avec le Love Park de Philadelphie et toute la culture street qui s'est développée.
Cette place publique entièrement en granit a fait rêver des milliers de skateurs pendant des décennies. Les skateurs se faisaient chasser souvent des places publiques et les autorités posaient des anti-skates sur les rebords. Nous avons aussi eu Wallenberg à San Francisco, ce gros set de marche iconique, très violent. Et aussi le musée d'art contemporain de Barcelone, le MACBA, qui est iconique et considéré comme la Mecque du skateboard. Souvent les pros américains vont dans ce spot et les kids du monde entier essaient de marquer les esprits avec leurs gros tricks. Les spots sont des lieux comme Carlsbad en Californie et malheureusement il a été détruit et n'existe plus à l'heure actuelle, mais il reste iconique dans les mémoires de tous les skateurs. Un skate spot est notre identité, notre lieu de vie, notre identité en tant que skater, en tant que culture. Maintenant, on va parler des vidéos de skate. Vous pouviez trouver ces vidéos dans les magasins de skate, les acheter, les ramener à la maison et les regarder avec vos amis, avec du popcorn et mémoriser chaque figure, chaque placement de pied en rembobinant la séquence encore et encore. Et dans ces vidéos mythiques, il y a la Stay Girl, une vidéo appréciée de nombreux skaters. Et de nombreuses vidéos comme celle-ci ont pu prouver qu'elles pouvaient être en compétition avec des vidéos hollywoodiennes, telles les grandes productions cinématographiques, telle la Lacaille Fully-Flared, que vous voyez à l'image, qui est une des vidéos les plus mythiques jamais réalisées dans le monde du skateboard. Avant, les jeunes qui faisaient du skate avaient la Mouse de chez Girl, la Backer Skateboard, la Miss Yacht et tous les tricks depuis 1990 jusqu'aux années 2000, avec la VX1000 qui a changé tout et qui est réellement resté ancré dans la culture du skate. Maintenant, c'est Instagram avec des clips de 30 secondes, un petit like et on passe à autre chose. Bien sûr, on a un contenu très riche, mais on a perdu l'âme du skate. Le fait de se réunir avec les potes, de réaliser un projet de 30 minutes avec des parts de 5 minutes et de partager ça. Les gens du monde entier ne réalisent pas à quel point le skateboard a influencé la fashion, la musique et l'art dans le monde entier. Maintenant, on va parler de Supreme. Il a été créé en 1994 par Jam Gebbia. C'était un skate shop. C'était vraiment un skate shop. Il vendait des boards, des habillements, avec un logo, le Red Box de Supreme, reconnaissable dans le streetwear partout, même avec Louis Vuitton et plein d'autres collaborations identifiables. Il était possible pour un vendeur de vendre une centaine de hoodies et toucher 10 000 $, car c'est la fashion skate, la période faste de la culture imbriquée dans la fashion. Et Supreme a bien compris ça, de garder la culture skate et de la transformer en quelque chose de bankable et de cool. Et ensuite est venu Thrasher Magazine en 1981. C'était le skateboard de la street soul. Si tu apparaissais dans un de ces magazines, cela veut dire que tu étais en place. Rihanna et d'autres stars hollywoodiennes ont porté ce logo tellement il était iconique. Les gens ont trouvé ça tellement cool qu'on ne parlait plus de skate fashion, mais de fashion tout court. Le skate est devenu THE fashion. Il était possible de porter des Vans slip-on avec un baggy, Dickies, un t-shirt large et une casquette stylée. Cela ne représentait plus la culture du skateboard, mais la culture de la jeunesse. Le skate a aussi influencé la musique rock, la musique punk et le rap depuis les années 80 jusqu'aux années 80. Comme par exemple les Black Flag, Dead Kennedys, ou encore le Gang Starr, le Wu-Tang Clan et plein d'autres. Et toutes ces musiques étaient mixées dans des vidéos format 30 minutes de skateboard où il y avait tous les styles de musique. Et c'est comme ça que c'était ultra cool. Et maintenant, on va parler d'une chose essentielle. On va parler d'argent. Parce que comme je vous l'ai dit au début, le skate est devenu d'un jeu pour enfants à une multimillionnaire industrie. En 1980-1990, le skateboard était à nous.
Une marque qui était World Industry, créée par des skaters pour des skaters. Ce qui permettait de soutenir d'autres skaters, leur permettre de gagner de l'argent et des royalties, et ainsi aussi avoir une assurance santé. Et bien sûr, Nike a vu dans le skateboard une Eldorado en 1997. Ils tentent l'expérience, mais ils sont rejetés très violemment par la communauté skate et plus personne ne veut en entendre parler. Car ce n'est pas de la chaussure de skateboard, on est d'accord. Mais ils reviennent en 2002. Cette fois-ci plus intelligemment. Ils créent une division séparée qui s'appellera Nike SB. Ils embauchent Sandy Bodeker et pour la stratégie marketing, vendent uniquement dans les magasins de skate. Ils choisissent un modèle Dunk qu'ils transforment et rééditent pour le skateboard. Ils signent un contrat avec 2 skateurs professionnels reconnus et respectés par toute la communauté skate, Eric Coston et Paul Rodriguez. Et ça fonctionne. Paul Rodriguez devient le premier skater à signer $1 million de contrat chez Nike. Et la marque devient centrale. Mais quand il y a plus d'argent, vous vous doutez bien qu'il y a plus d'investisseurs. Et les capitaux d'investissement commencent à acheter toutes les marques de skate qui finissent par s'écrouler. Et en 2024, Pierre-André Zenitzer, le fondateur de Sol Technologies, qui regroupe les marques S, Emrica et Etnies, vend la société à Nideker. Il dira par la suite que c'est le seul moyen de survivre face à des marques qui dominent le marché à coût de milliards de dollars. Mais ces grosses sociétés prennent les ressources, l'exposition et la légitimité au monde du skateboard, profitent de coûts de fabrication très bas et une marge de profit très haute. Les gens qui dirigent ces sociétés ne font pas de skate et n'ont jamais fait de skate. Et beaucoup de marques de skate ont perdu leur identité à cause de ça. Une marque de skate doit être dirigée par un skater. Et cela a changé aussi notre façon de voir le skateboard à l'heure actuelle. En 1995, ESPN créé les X Games. Et c'est comme ça que le skate est devenu un divertissement. Tony Hawk, le plus connu de tous ces athlètes, avait des couvertures dans les plus grands médias, des sponsors et gagnait des prize money. Il n'était plus un jeune enfant qui joue au skate, mais un athlète. Beaucoup de gens détestaient ça et d'autres y voyaient une opportunité. Et en 2010, Rob Dyrdek crée la Street League Skateboarding. Une autre compétition d'un autre niveau. Il était possible de gagner $150 000 par étape. Tout cela rendu possible par les boissons énergisantes Monster et Nike SB, avec un système de compétition qui avait beaucoup plus de sens. Les compétitions avant n'étaient pas aussi intéressantes. Le format de la Street League, c'était un best tricks, une line section et un scoring avec des juges. La Street League crée un nouveau chemin pour devenir pro. Et l'argent, mec, $3 millions Nyjah a gagné rien qu'en participant à ces compétitions. 3 millions sans compter les sponsors. Nyjah devient le skater le plus payé au monde. Des gens comme Shane O'Neill, Luan Oliveira ou encore Chris Joslin, des skaters de rue exceptionnels qui ont pu gagner de l'argent grâce à ce moyen massivement. La Street League n'a pas éliminé les vidéoparks de skate de la rue, ils ont juste ajouté une nouvelle dimension avec un circuit de plusieurs étapes qui permet de gagner de l'argent massivement. Bien entendu, c'est deux choses différentes, car les skateparks ont vraiment l'air trop parfaits, comme un jeu vidéo. Et le niveau de ces skaters est extraordinaire. Ces gars peuvent réaliser des figures sous pression devant des milliers de personnes. Et maintenant, parlons des tout premiers Jeux Olympiques de skateboard à Tokyo en 2020. Et personnellement, j'ai une opinion mitigée sur ça. Car la scène mondiale du skateboard a pu se développer grâce à ça, avec des skateurs du Japon, du Brésil ou encore des Philippines. Et le skate a la reconnaissance gouvernementale qu'elle n'a jamais eue avant. Et les femmes ont aussi une reconnaissance dans ce sport. Mais une autre part de moi-même continue de dire, est-ce que c'est vraiment du vrai skateboard? Où est la rébellion et la créativité? Et puis j'ai regardé, les skateurs sont toujours des skateurs. Ils continuent à célébrer et à s'encourager. La culture skate est toujours là. Les skateurs n'ont pas perdu leur âme aux Jeux Olympiques. Ils ont juste montré au monde entier la force
de leur communauté. Et ce cercle ne s'arrêtera jamais. Oui, le skate est devenu tout public. Ta maman a probablement porté un pull Thrasher. La musique que l'on écoute en tant que skater ou les vêtements que l'on porte a influencé et continue d'influencer beaucoup de gens. C'est vrai que des fois ça peut s'apparenter à du business agressif. Mais il est vrai que l'âme du skateboard n'a jamais été dans le business. Il n'a jamais été dans les Jeux Olympiques, dans le marketing ou dans les clips Instagram. L'âme du skateboard est restée dans la rue. C'est un enfant qui essaye de faire un kickflip sur la route ou tout simplement un skater qui se fait jeter par la sécurité et qui revient le jour d'après. Ou c'est le trick que tu as essayé de rentrer pendant des heures et tes amis te portent en triomphe dès que tu le mets. C'est ce qu'est le skateboard et c'est pour ça qu'on l'aime tant. Juste, le matériel a évolué, les tricks sont plus difficiles et l'industrie est de plus en plus grosse. Mais les raisons pour lesquelles on aime le skate, la sensation de rentrer un tricks propre avec ses amis, avec la créativité, n'a jamais changé. Alors prenez votre board et venez tester ce sport vraiment très cool pour découvrir une nouvelle façon de voir le monde. Merci à tout le monde d'avoir regardé et n'hésitez pas à vous abonner.